Voilà, Bruno, est-ce que je te présente ou tu te présentes toi-même? Je peux dire Enfin, quelques mots, mais oui, je te enfin, laisse aussi. Bruno est donc un membre ancien du Cercle Condorcet. Il est membre aussi de notre conseil d'administration. Il travaille depuis assez longtemps dans les questions qu'on pourrait dire environnementales. Il a été aussi directeur de l'aménagement d'une ville nouvelle qui est Melun-Sénart. Une ville nouvelle, ça a été un grand projet d'aménagement des années 60 qui ont plus ou moins réussi. Et Melun-Sénart est une ville à moitié réussie, on pourrait dire ça. Enfin, moi, c'est tel que je la vois, n'habitant pas très loin de cette ville. Euh, et qui maintenant est revenu au ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la transition écologique et je ne sais quoi d'autre encore, où il est inspecteur général, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui rédigent des rapports, font des missions. Euh, Après une carrière bien remplie, mais tu peux revenir peut-être dans l'action plus fonctionnelle. En tout cas, on te remercie de faire cet exposé qui, en fait, est euh, l'exposé sur un livre que tu as publié il y a peu de temps, qui s'appelle justement L'aménagement face aux limites planétaires, qui a été publié par le ministère lui-même et qui est le résultat, mais ça tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi, de 2 ans de travail avec différents experts, euh, groupes, commissions qui ont essayé de travailler toutes les questions qui se posaient à propos de cet aménagement. On sait que l'aménagement du territoire, c'est une question qui est euh, en, en, débat, mais aussi en action depuis plus de 50, 60 ans même, qui à la fois a profondément transformé les paysages français, qui a à la fois fait de belles réussites et aussi posé beaucoup de problèmes. Et si on arrive aujourd'hui à cette question de faire un zéro aménagement net, c'est justement parce que les problèmes sont devenus peut-être plus importants que les solutions qu'on a trouvées pendant longtemps dans l'aménagement du territoire. Voilà, je te laisse la parole. Merci Bernard. Effectivement, l'ouvrage ou la démarche que je vais vous présenter ce soir, les conclusions que je vais vous présenter ce soir sont à la fois le fruit d'un itinéraire professionnel, puisque j'ai été pendant 15 ans aménageur, donc en charge de la mise en œuvre de projets urbains de façon opérationnelle, euh, 2 fois dans des villes nouvelles franciliennes, à Évry puis à Sénart, et puis entre les deux dans une structure qui s'appelait à l'époque la FTRP, qui s'appelle aujourd'hui Grand Paris Aménagement, et qui a une vocation d'intervention sur l'ensemble de la région Île-de-France. Donc, le métier d'aménageur, ça consiste à définir des projets de nouveaux quartiers, éventuellement de renouvellement urbain, et à les mettre en œuvre. Donc, une activité très pratique qui repose beaucoup sur les réseaux, sur et évidemment sur la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures et éventuellement aussi de superstructures. Donc, c'est le fruit d'un itinéraire professionnel et puis d'une démarche dans le cadre de mes fonctions actuelles à l'inspection générale sur le thème de la lutte contre l'artificialisation. J'avais été chargé de rédiger un rapport dans le cadre de l'inspection générale, rapport qui n'a pas été publié, comme un certain nombre de nos rapports. Un autre sujet de préoccupation, euh, mais disons que un sujet qui me paraissait particulièrement important et
un an à peu près après la rédaction de ce rapport, a été promulguée la loi Climat et Résilience. Et au sein de cette loi Climat et Résilience, il y a un certain nombre d'articles, les articles 192 et suivants, qui définissent l'objectif, le double objectif de sobriété foncière. Je vais y revenir bien sûr, mais c'est tout sauf anodin. Je dirais que même si on pourrait dire que dans le double quinquennat en cours, c'est probablement la mesure environnementale. Quand je dis ça, certains me disent non, mais tu exagères, il y a aussi ma prime rénov. Bon, le problème de ma prime rénov, comme chacun sait, c'est que c'est quand même soumis à quelques aléas budgétaires, alors que là, on a vraiment un objectif extrêmement fort. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et donc, face à ces dispositions sur lesquelles je vais revenir, je me suis dit, mais c'est l'objectif visé est considérable. Comment on va faire? Sachant que c'est une loi qui a été votée très largement, et ceux qui ont voté contre étaient ceux qui ne la trouvaient pas assez ambitieuse. Donc voilà, c'était par rapport à l'ambition, encore une fois, qu'elle portait, le sujet m'apparaissait intéressant. Alors, voilà, donc ça m'a amené à, je cite cette loi du 22 août 2021, donc dite Climat et résilience. Alors pourquoi je dis qu'elle est ambitieuse? Parce qu'elle a un double objectif. Le premier, c'est de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031 par rapport aux 10 années précédentes. Et un autre objectif quantitatif qui est le zéro artificialisation nette en 2050. C'est-à-dire qu'à cette échéance-là, toute nouvelle surface affectée à l'urbanisation de manière très, très, très large devra être compensée par une renaturation de même ampleur. Alors, encore une fois, face à cela, je me suis dit, mais est-ce que tous ceux qui, notamment qui ont voté la loi, ont conscience des enjeux qui sont poursuivis à travers cette loi? Est-ce que chacun est conscient de l'ampleur de la tâche, et donc notamment de ce qui va être nécessaire de revoir dans le modèle d'aménagement? Et est-ce que, par ailleurs, ça ne renvoie pas à un véritable bouleversement, tu l'as dit Bernard, du modèle économique lui-même? Donc ça m'a amené à proposer, dans le cadre de l'inspection générale, la réunion d'un séminaire sur 2 ans. L'enjeu en valait le coup, me semblait-il. Donc j'ai réuni 10 tables rondes sur ces 2 années, avec une cinquantaine d'intervenants, en grande majorité des universitaires, certains des professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement, comme celui qui me fait face, qui a fait partie de cette aventure, Xavier Desjardins, et un certain nombre d'autres. Alors, bon, j'aurai l'occasion de les mentionner, mais on va dire l'univers des chercheurs, des scientifiques de l'INRAE, une institution que tu connais bien, Bernard, donc on va dire de la science dure, l'univers de l'urbanisme, y compris d'ailleurs de l'économie du territoire, et puis aussi l'univers des économistes purs et durs, je dirais, y compris les macroéconomistes, autour donc de 3 questions. Pourquoi? Donc ça renvoie à la question des fondements de la sobriété foncière. Pourquoi s'assigner des objectifs ambitieux comme ceux qui sont définis par la loi? Comment? Donc, je le redis, on a un modèle d'aménagement qui, depuis 50 ans, repose sur l'étalement. Comment est-ce qu'on inverse le processus? Et à quelles conditions?
quelles sont les conditions de la mise en œuvre du modèle économique. Là aussi, c'était une intuition au départ, parce que dans la mesure où finalement le modèle économique repose largement sur, dans notre pays, mais il n'est pas le seul, sur le logement et les transports. Michel Aglietta considérait que c'était même les deux piliers du modèle de croissance. Alors, 30 glorieuses est peut-être plutôt, à mes yeux, post-30 glorieuses. Si vous regardez ces deux postes sont les premiers éléments du budget des ménages. Et quand on sait que la consommation pèse pour à peu près 50%, un peu plus de 50% du PIB, on voit que si on change fondamentalement le modèle en matière résidentielle et en matière de mobilité, il est probable qu'il y ait des incidences fortes sur le modèle économique. Alors pourquoi j'ai découvert, et notamment grâce aux scientifiques de l'INRAE, que les connaissances scientifiques sur les services économiques et écosystémiques rendus par les sols, ces connaissances scientifiques étaient très approfondies. Il y a notamment eu un travail qui a été mené par l'INRAE en liaison avec l'IFSTAR, donc plus sur la partie urbanisme, de 2017, donc ce que on appelle une ESCO, hein, une étude scientifique, j'ai oublié l'acronyme, enfin bon, c'est un état de l'art en matière scientifique dans un domaine déterminé, et qui date de 2017 et qui est particulièrement précis sur la nature de ces fonctions. Donc là, vous voyez les fonctions du sol, il y en a une douzaine hein, qui sont présentées ici. Alors c'est pas très, si c'est à peu près lisible. Donc vous avez la séquestration du carbone, purification de l'eau, régulation du climat, cycle des éléments nutritifs, habitat, donc là, toute la question de la biodiversité, régulation des crues, sources de composants pharmaceutiques et de matériel génétique, fondement pour les infrastructures humaines, fourniture de matériaux de construction, patrimoine culturel et fourniture d'aliments, de fibres et de combustibles. Donc, on a toutes ces fonctions qui sont évidemment renvoient à des éléments absolument essentiels pour la vie sur Terre. Et vous savez que on fait généralement la liste de 9 limites planétaires. Donc, ces limites planétaires, c'est l'intégrité de la biosphère, le changement climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone, les aérosols atmosphériques, l'acidification des océans, la dégradation des sols, le cycle de l'eau douce. Elles sont mentionnées ici. On considère généralement que une grande partie de ces limites a déjà été franchie, que l'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que d'autres ne soient pas franchis et si possible de reculer pour celles qui l'ont déjà été. Et ce qui est très frappant, c'est que le fonctionnement des sols affecte 6 limites planétaires sur 9. C'est le schéma qui lui aussi résulte des travaux de l'INRAE qui le met en évidence. Donc on est véritablement avec la question de l'artificialisation des sols sur un enjeu environnemental majeur. On peut considérer que, ça est dit d'ailleurs dans un certain nombre de travaux, qu'avec la question climatique, qui, vous le voyez d'ailleurs, et se trouve également dans les enjeux, enfin dans le fonctionnement des sols. Hein, les sols sont un élément de stockage de carbone, et quand on les artificialise, de déstockage de carbone extrêmement important. Mais quand on parle du changement climatique et de la préservation des sols, on a, je dirais, le début d'une approche véritablement systémique de ce que doit être la transition écologique. Alors, je souligne, parce qu'un certain nombre d'auteurs ont dit non mais c'est n'importe quoi,
c'est quoi l'artificialisation des sols? Dans un pays comme la France, c'est 10% à peine des sols, alors que l'agriculture, c'est 50%, et que l'agriculture, c'est bien pire que l'artificialisation des sols. Donc, on a tapé au mauvais endroit. Alors, je pense que c'est un mauvais procès qui est fait à la loi, parce que l'artificialisation des sols est, comme on l'a montré, un véritable sujet. Simplement, c'est vrai que cette artificialisation des sols qui touche d'abord, avant les espaces et les sols naturels, les sols agricoles, c'est les sols agricoles qui sont les premières victimes, si je puis dire, de l'artificialisation. Si on veut véritablement atteindre, enfin, s'engager dans la transition écologique, il faut aussi que le modèle agricole change. Euh, Là, je ne sais pas si c'est visible, quelques éléments. Je vous ai présenté un, un diagramme là, qui fait apparaître les causes de la biodiversité des insectes. Euh, à presque 50%, c'est le modèle agricole qui est en cause. L'artificialisation n'est que, si je puis dire, pour un quart. Donc, ça ne veut pas dire que l'artificialisation, ce n'est pas important, mais ça veut dire que sur un sujet majeur comme la biodiversité, l'agriculture, c'est encore pire. Donc, si enfin, l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, pas l'agriculture revue dans un modèle. Avec l'usage des pesticides dont on a parlé l'an Voilà, dernier, voilà. Hein, donc, qui est la cause principale. voilà, qui est la cause principale, et qui dit insectes, c'est notamment la nourriture, pas que ça, mais la nourriture des oiseaux. Donc, on fait apparaître que les espèces d'oiseaux inféodés au plaine agricole sont, sont en diminution de 60%, quand les effectifs d'oiseaux des milieux urbains déclinent seulement, si je puis dire, de 28%. Donc, ça ne veut surtout pas dire que l'artificialisation n'est pas un sujet essentiel, mais ça veut dire qu'il faut marcher sur deux jambes et qu'il est absolument nécessaire aussi, dans le même temps, de faire évoluer le modèle agricole. Je ne suis pas sûr, malheureusement, que la dernière loi d'orientation agricole soit exactement dans cette ligne. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Voilà pour le pourquoi. Euh, donc, l'enjeu de la protection des sols est absolument essentiel si on veut réussir la transition écologique. La question du comment, ensuite. Encore une fois, comme je l'ai dit, il y a 50 ans, si je dis 50 ans, ce n'est pas au hasard, hein, c'est vraiment à partir du milieu des années 70 qu'on passe à un modèle, début ou milieu des années 70, qu'on passe à un modèle d'aménagement qui est hyper consommateur de foncier. C'est la transition, j'avais dans mes fonctions, la première fois que je me suis occupé d'environnement au ministère, j'avais une jeune collaboratrice qui faisait son mémoire euh, de fin d'études sur le sujet et qui faisait bien apparaître que la rupture, elle intervient dans les années 70. D'ailleurs, la rupture, elle se fait aussi bien du côté agricole que du côté urbain, puisque c'est à partir du recensement de 1975 que l'on constate que les villes, notamment les villes moyennes, euh, commencent à décroître. Elles augmentent, la population de ces villes augmente jusqu'à 1975, et après, ça commence à décroître. Des villes comme Saint-Brieuc, Montluçon, Mâcon, enfin, la liste est longue. Donc, comment rompre avec le modèle de la surconsommation foncière euh, qui est prédominant donc, depuis les années 70 en France comme ailleurs en Europe. Les États-Unis, bien sûr, nous ont précédés hein, à partir des années 50. Je souligne en France plus qu'ailleurs en Europe. C'est vraiment, c'est sans doute le fruit de l'idée selon laquelle on avait de la place en France, hein, plus qu'ailleurs en Europe. Mais je dirais à la fois le rythme d'étalement urbain et de dévitalisation des villes existantes est sensiblement plus marqué en France que dans les autres grands pays européens. Donc, préjudiciable à la fois à la nature et à l'urbain. Alors, ce schéma, il est intéressant parce qu'il vous montre la spécificité on va dire des pays développés, économiquement développés, par rapport, ou les plus développés, par rapport aux autres. Hein. Donc, vous voyez, d'un côté, l'Europe
et l'Amérique du Nord, donc représentée en rose et en jaune. Donc, en abscisse, vous avez la croissance de la population, donc quasi nulle pour ces deux continents ou sous-continents. Et en ordonnée, vous avez la croissance de la consommation foncière, donc l'artificialisation. Donc, vous voyez qu'on est sur une verticale. Donc, la population est quasi stagnante, mais l'augmentation de l'artificialisation est très importante. Vous voyez que pour les autres continents, soit l'Afrique, l'Amérique latine, donc ce continent latino-américain, et l'Asie, on est sur un rythme proportionnellement à peu près équivalent. C'est-à-dire que l'artificialisation des terres augmente, mais au même rythme que la population. Donc la différence me paraît extrêmement intéressante. Alors, si on veut véritablement changer de modèle, ça doit porter à la fois sur le modèle spatial global et le modèle d'aménagement. C'est là d'ailleurs que je ferai une différence entre la notion d'aménagement du territoire et la notion d'aménagement urbain. La notion d'aménagement du territoire, c'est l'organisation de l'espace à grande échelle nationale ou à l'échelle régionale. L'aménagement urbain, c'est l'aménagement à l'échelle locale. C'est la distinction que je fais dans cette présentation. Donc, modèle spatial global, on a un modèle spatial global au cours des 40 à 50 dernières années qui se caractérise par une forte concentration dans les métropoles, censée ruisseler sur les périphéries. C'est un ruissellement qui est à peu près aussi efficace que le ruissellement des riches sur les pauvres dans le champ social. Donc, qui s'accompagne on a une double dévitalisation, donc concentration de valeur dans les métropoles, et double dévitalisation, à la fois périurbanisation, j'en ai parlé, concomitante à la désindustrialisation. Si vous prenez une agglomération comme Montluçon, c'est extrêmement significatif. Vous avez une désindustrialisation massive, ce qui fait que globalement, l'agglomération perd des habitants, je dirais à peu près de l'ordre de 20%. Mais toutes les communes de l'agglomération, sauf Montluçon et une toute petite commune désertine qui est qui est vraiment intégrée dans l'enveloppe urbaine, on va dire, l'enveloppe très agglomérée, toutes les autres communes gagnent des habitants. Donc, alors que Montluçon, par exemple, en perd 40%. Donc, vous avez un global qui perd 20%, et la ville-centre qui en perd 40%, et toutes les autres qui en gagnent à la périphérie. C'est-à-dire que leurs petits centres, les petits centres urbains de ces petites communes, ils s'étiolent également. Hein. C'est juste les lotissements, ou même pas lotissements d'ailleurs, urbanisation qui se fait à la périphérie. Donc, ça touche évidemment particulièrement les villes petites et moyennes qui, dans ce contexte économique particulièrement difficile, vont jouer la carte de la concurrence sur les prix fonciers et immobiliers, aussi bien dans le domaine résidentiel que dans le domaine économique. Je pourrais vous donner quelques exemples tout à l'heure dans le cadre du débat. Donc, quel serait le modèle alternatif à la place de cette idée, de cette logique hiérarchique avec les métropoles qui seraient censées concentrer la création de valeur et dans une concurrence mondiale. Hein, un certain nombre d'auteurs ont dit la métropolisation, c'est la mondialisation spatialisée, on va dire. Hein. Donc, c'est des métropoles qui luttent les unes contre les autres à l'échelle internationale et qui éventuellement redescendent, donc on ruisselle vers leur territoire, donc leur territoire périphérique. Donc, l'idée, c'est d'inventer un modèle alternatif qui soit davantage fait de polycentrisme et de complémentarité. Un certain nombre d'études qui étayent à la fois la faisabilité économique et la pertinence de ce modèle, donc réciprocité plutôt que ruissellement, économie de proximité et redécouverte des vrais fondements du développement. Sachant que
l'idée selon laquelle en attirant des entreprises et en les attirant, en cassant les prix du foncier, on va enrichir le territoire, est largement invalidée par un certain nombre d'exemples. Là, vous avez un schéma qui est intéressant, qui fait apparaître la dissociation croissante entre les lieux de résidence et les lieux de travail. C'est-à-dire que vous avez je dirais que pour faire bref, vous voyez une évolution entre un territoire en 1975 où, je dirais, les emplois et les actifs sont à peu près équitablement répartis, c'est-à-dire qu'il y a, il y a de la population partout et il y a des emplois partout, et vous voyez progressivement la concentration des zones d'emploi autour des grandes villes. Donc ça, c'est assez significatif. Et évidemment, qui dit concentration des emplois autour des grandes villes dit accroissement de la mobilité contrainte. Alors, deuxième échelle, ce que j'ai appelé après le modèle spatial global, le modèle d'aménagement. Il s'agit de transformer le modèle d'aménagement pour concilier cet objectif, ce double objectif de sobriété foncière et les besoins en matière de logement, d'activité économique et d'infrastructure. D'abord, en élaborant un projet urbain aux différentes échelles locales. Là, je cite Xavier, je ne savais pas qu'il était là, donc ce n'est pas pour lui faire de l'œil. Donc, qui a contribué également non seulement au séminaire, mais aussi par un article dans le cadre du livre. Et j'avais été effectivement frappé par cette idée que la contrainte qu'expriment les économistes d'une autre façon, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous avez une contrainte sur la ressource que vous avez l'obligation d'avoir une démarche qualitativement intéressante. Ensuite, bon, la question c'est est-ce que ça va tenir? Si on consomme beaucoup moins de foncier, est-ce qu'on va pouvoir faire face à la croissance des besoins en logement? Les besoins en logement aujourd'hui sont considérables encore. Hein. Est-ce que ça va permettre de faire face à la réindustrialisation? Est-ce qu'on va pouvoir réaliser les équipements nécessaires, particulièrement dans le domaine des transports et dans le domaine de l'énergie, et notamment de l'énergie renouvelable? Donc là, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir dans le détail, mais évidemment, aujourd'hui, les grands axes, ce sont de s'appuyer sur le renouvellement de l'existant. Et ça vaut aussi bien pour le logement que pour les activités économiques. Là, un certain nombre de travaux sur lesquels je pourrais revenir tout à l'heure, que ce soit de l'ADEME à travers son exercice Transition 2050, puisque l'ADEME a croisé l'objectif zéro émission nette de gaz à effet de serre et l'objectif zéro artificialisation nette, donc a fait apparaître quels étaient quels étaient quel était le rythme de logement neuf qu'il était possible de construire si on voulait respecter ce double objectif. Et l'examen des hypothèses de croissance du besoin de logement vont apparaître que ce rythme de création de nouveaux logements neufs est compatible avec donc, ce rythme de construction exigé par le double zéro, si je puis dire, est compatible avec la croissance des besoins. Pour les activités économiques, c'est la même chose. Il y a eu un rapport qui a été fait en fin 2023 qui le fait apparaître. Pour les équipements, c'est sans doute là que je dirais les études sont le moins étayées. Ce que l'on peut dire, c'est que probablement, il y a un certain nombre d'équipements, suivez mon regard, sur notamment un qui est au sud de notre pays et qui a connu quelques vicissitudes récentes, il est possible que ce type d'équipement soit effectivement plutôt à proscrire. Mais ça interroge aussi beaucoup sur la question des énergies renouvelables. Voilà. Bon. Alors, à quelles conditions d'ensemble? Donc,
Ce qui m'est apparu au cours de ces travaux extrêmement frappants, c'est que, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, la transformation qu'impose le zéro artificialisation net, elle est importante en elle-même au regard des fonctions remplies par les sols, mais elle est importante aussi parce que peut-être pour la première fois, elle amène à considérer que la transition écologique, ce n'est pas juste la transition énergétique, que le croisement de deux objectifs majeurs conduit à s'interroger véritablement sur notre modèle de développement. Si vous entendez aujourd'hui un certain nombre d'analyses, euh, en gros, c'est dormez tranquille, bonnes gens, on va juste transformer la motorisation thermique par la motorisation électrique et tout va bien se passer. Vous n'aurez rien à changer à vos modes de vie, tout ça va très très bien se passer. Je pense que l'introduction du zéro artificialisation net, notamment encore une fois dans les travaux menés par l'ADEME au croisement de ces deux zéros, montre que c'est faux, que si on veut véritablement s'engager dans une transition écologique, il est nécessaire de changer assez radicalement notre modèle économique. Euh, le, 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 ce que j'appelle la triple incidence sur l'économie, c'est une transition écologique véritable, c'est-à-dire qui s'appuie sur les différents objectifs. C'est pas la transition écologique, c'est pas uniquement le climat, c'est aussi la biodiversité, c'est aussi l'eau, c'est l'ensemble des limites planétaires que j'ai évoquées tout à l'heure. Ce qui ressort des travaux des économistes, c'est qu'on va avoir pendant un certain temps, certains disent c'est juste transitoire et d'autres disent c'est beaucoup plus structurel, une croissance faible de la production, notamment du fait du changement de modèle énergétique, et parce qu'il est faux de considérer qu'on va pouvoir avoir une substitution terme à terme de l'énergie fossile, une substitution à l'énergie fossile des énergies renouvelables, parce qu'il y a beaucoup d'autres contraintes qui pèsent sur ces énergies renouvelables, parce qu'on va avoir, donc, deuxième incidence, un besoin d'investissement très élevé, avec des taux de rentabilité généralement assez faibles, donc qui renvoient à une exigence d'intervention des capitaux publics, et une consommation privée qui va être sous forte contrainte. Donc, là, j'approche de la fin de cet exposé. D'ores et déjà, si on s'intéresse uniquement à la transition énergétique, des travaux comme ceux qui ont été menés dans le cadre de France Stratégie par Pisani-Ferry et Mahfouz montrent que au moins, alors pour eux c'est une période transitoire, mais que les mutations vont être très importantes et que les besoins de financement, c'est surtout ça qui a été évoqué dans la presse pour le rapport Pisani-Mahfouz, que les besoins de financement public vont être considérables. Hein. Il le chiffre aux alentours de 60 milliards à échéance de 2030. Donc on est véritablement sur des rythmes extrêmement soutenus. Mais si on rajoute à cela l'autre zéro, hein, donc si on est dans un objectif double zéro, l'exigence de sobriété va devenir de plus en plus centrale. Donc ça veut dire, j'ai tenté d'esquisser un petit peu ce que serait ce modèle de croissance, euh, notamment un modèle de croissance extensive. Alors là, les post-keynésiens ont pas mal travaillé sur le sujet. J'avais associé à mes travaux Éric Baird, qui a été responsable d'un bouquin qui est sorti il y a quelques années sur l'économie post-keynésienne, donc qui décrit ce que devrait être la croissance extensive, donc à forte composante travail et à faible composante matière. Euh, un autre élément important de ce modèle économique, ce serait que l'on serait plus sur l'usage que sur la détention de biens, donc, et l'usage donc des services surtout collectifs. Hein, je repense à ce que disait Lucas Chancel
sur le fait qu'il fallait, alors lui, il se centrait sur la transition énergétique, mais que les consommations peu carbonées, c'était plus, fallait plus se tourner vers la santé, l'éducation et la culture que vers les voitures et les avions. Hein. Euh, et c'est vrai aussi que, je l'ai déjà mentionné, il va falloir des investissements très importants et qui sont surtout justiciables de financement public du fait de leur faible rentabilité financière. Voilà, donc bon, on pourrait revenir sur ce schéma, mais bon, ce qui redirait un peu. Je vais terminer juste par ce diagramme-là, là, qui est une étude de l'ADEME, euh, parce que je vous disais tout à l'heure, euh, dormez tranquille, braves gens, rien ne va changer, il suffit de changer la motorisation des véhicules et tout ça va bien se passer. Euh, il n'est pas sûr que finalement la population soit rassurée par un modèle qui ne changerait pas du tout, où on dirait, ben oui, vous vous inquiétez pas, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les technologies, vous allez pouvoir conserver votre mode de vie. Dans l'exercice qui a été mené par l'ADEME, qui s'appelle Transition 2050, vous avez 4 scénarios qui sont censés permettre d'aboutir, encore une fois, eux se sont centrés sur la question du zéro émission net, qui sont censés aboutir à un zéro net en 2050. Il y a 2 scénarios, les S1 et le S1 et le S2, qui sont des scénarios dits sobriété, donc qui reposent sur une forte réduction des consommations de ressources. Et puis vous en avez 2, qui sont les scénarios dits technologiques, qui renvoient à des modifications très profondes dans l'organisation et dans le niveau technologique des sociétés. Et l'ADEME a fait un sondage, qui est un sondage qui respecte sans doute pas complètement les exigences en la matière, mais qui est quand même, qui est quand même intéressant, parce qu'au niveau de la désirabilité, vous voyez que la population interrogée dit, bah, nous finalement, on a plus confiance dans les scénarios sobriété, même en étant conscient que ça va changer assez profondément nos modes de vie, que dans les scénarios technologiques. Parce que les scénarios technologiques, on a quand même un peu l'impression que c'est le saut dans l'inconnu, qu'on ne maîtrise rien. Donc voilà, et je trouve que cet exercice est intéressant parce que ça montre que peut-être les hommes politiques sous-estiment la capacité d'adaptation des populations à une condition, c'est que ces changements de mode de vie soient pour tout le monde. Voilà. Ça, donc ça veut dire que la question de l'équité est évidemment absolument essentielle. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone entre les 10% du haut enfin, du premier décile, hein, les plus favorisés, dont un certain nombre d'entre nous faisons partie, et les 50% les moins favorisés, le rapport doit être de 1 à 4, hein, à peu près. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près ça. Donc ça veut dire que l'effort, il va peser davantage sur des gens comme moi que sur des gens qui sont au bas de l'échelle sociale. Voilà. Donc il faut en être conscient. Euh, voilà, j'ai terminé. Merci.